Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, notre invité Laurent Cassio-Ory. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Laurent Cassio-Ory est un ancien commandant de police. Il publie cet ouvrage à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Un message qui s'adresse aux Français face à l'insécurité qu'ils vivent au quotidien et depuis quelques années de plus en plus. Cette insécurité, ce livre porte sur le sujet. Vous faites un état des lieux de la montée en puissance de cette insécurité en France. Pour ceux qui ne s'en rendraient pas compte, c'est quoi les chiffres qui montrent que notre pays est clairement entré aujourd'hui en zone rouge ? Alors, le livre ne porte pas que sur ça, bien sûr, mais pour répondre à votre question, écoutez, on ne va pas abreuver les téléspectateurs de dizaines de chiffres qui sont d'ailleurs accessibles dans la presse. Un seul, 1975, 750 000 crimes et délits. 2022, alors suivant comment on comptabilise, entre 3,8 millions et 4,2 millions. Voilà, c'est tout. Explosion des phénomènes de violence. Explosion des trafics. Récemment, depuis 6-7 ans, 5-6 ans surtout, forte hausse des tentatives et homicides. Voilà pour les principaux. Alors, vous dénoncez la lâcheté de nos dirigeants et le laxisme judiciaire face aux problèmes de délinquance et de criminalité, un système qui, dites-vous, n'est pas arrivé par enchantement. Alors, comment on en est arrivé à ce point ? Je pense très sincèrement, bon d'abord ils l'ont pas voulu bien sûr, mais je pense très sincèrement... Vous en êtes sûr de ça déjà ? Non, mais il y a une volonté de laisser faire ou pas ? Alors il y a une volonté de laisser faire par lâcheté, par idéologie, par déni, par incompétence, enfin bon, la liste est longue, bien sûr. Non, je pense qu'ils se sont fait déborder. Et il faudrait, pour lutter contre la délinquance, il faudrait renier les principes, les grands principes du dogme. Des droits de l'homme. Des droits de l'homme et d'autres dogmes qui nous gouvernent actuellement et qui sont contenus dans une sphère gauchisme, progressisme, attentisme, multiculturalisme et autres, et dévoiement du capitalisme. Enfin, c'est toute cette sphère-là qui tient les manettes. Et pour lutter contre l'insécurité, il faudrait battre sa coulpe. Et ils en sont pas prêts. Est-ce que l'Union européenne a un rôle dans l'instauration de ce système qui conduit à l'insécurité qu'on vit aujourd'hui ? Mais il y a des exemples précis. Vous avez les histoires d'impossibilité d'expulser certains types de délinquants, parce que ça serait enfreindre des dispositions des droits de l'homme, enfin des droits de l'homme, version Union européenne bien sûr. Notamment des touristes qu'on n'a pas pu expulser parce qu'ils encouraient soi-disant la peine de mort dans leur pays d'origine. Oui, il y a bien sûr que l'Union européenne est en grande partie, responsable, notamment par sa politique immigrationniste, qui est un facteur de hausse et de maintien de la délinquance, en tout cas. Alors, c'est pas tous les immigrés, bien sûr, tout le monde le sait, tout le monde l'aurait dit, il faut rester dans le politiquement correct, bien sûr, mais une partie d'entre eux commettent de nombreuses infractions. Nos dirigeants continuent à nier le lien entre criminalité et immigration. On entendait l'autre jour le président de la République, lors de cette conférence de presse, nous dire que lui, il n'y est pour rien, il a mis 20 000 policiers supplémentaires sur le terrain. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire ? Alors, nier le lien entre immigration et délinquance, on sait faire de la politique. Donc, on est dans l'idéologie et dans le déni. Donc, à partir de là, il suffit de regarder l'origine de la délinquance, la part des étrangers responsables de différents types de délits et de crimes, et puis de regarder aussi le
l'origine des auteurs, des autres auteurs qui sont souvent, ou en grande partie, issus de l'immigration, en première, deuxième ou troisième génération. Et puis bon, c'est aussi mettre les pieds dans le plat au niveau de la politique de naturalisation. C'est comme ça qu'on arrive à un peu couvrir tous ces chiffres, puisqu'on naturalise à tour de bras. On est passé d'à peu près quelques dizaines de milliers à 80 000, 100 000, et puis 200, 220 000, 240 000, les derniers chiffres de ces dernières années. Donc en naturalisant, bien évidemment qu'on diminue le poids du nombre d'immigrés, bien sûr, et puis notamment également dans leur responsabilité dans la délinquance. La politique migratoire de la France évolue. On était sous Nicolas Sarkozy à 200 000 entrées légales par an. On en est aujourd'hui à plus de 500 000 sous Emmanuel Macron. Cette politique migratoire, elle a un objectif idéologique. C'est quoi son objectif ? Ah oui. Il y a alors elle a un objectif idéologique. Pour ce faire, ils emploient tous les leviers qui pourraient accréditer leur cause, leur philosophie, notamment le fameux humanisme. Ce sont des pauvres migrants qui viennent de pays en guerre. Ce sont souvent des femmes et des enfants. Ce sont des gens très diplômés. Tout ça est faux. Tout ça est absolument faux. Vous regardez, mais n'importe qui peut regarder le statut, la composition l'origine sociale, professionnelle et nationale, ethnique des immigrés. C'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Donc il y a toute une politique derrière. Qui s'appuie donc sur un faux humanisme et qui vise en fait qui a plusieurs fonctions. C'est de fracturer le pays, d'entretenir la consommation, qui est à mon avis, un des piliers de la croissance française. C'est le seul pilier de la croissance française, puisqu'on a désindustrialisé, on a commis tout un tas d'erreurs. Et il reste la consommation. Et 3, c'est surtout le dumping social. C'est la concurrence avec les locaux sur les bas salaires. Et quand vous dites fracturer le pays, c'est quoi l'intérêt pour un président de la République d'éclater son pays ? Diviser pour mieux régner. Vieux comme le monde. Voilà. Quand on voit ce qui se passe à Lampedusa, le drame qui se joue sur cette île italienne, comment vous l'expliquez ? Non mais ça c'est un laisser-faire. Il n'y a pas d'autre solution. Puis c'est Lampedusa, c'est les Canaries. Si c'est pas les Canaries, c'est la Grèce. Si c'est pas la Grèce, c'est le sud de l'Espagne. Je veux dire, on laisse faire, on les accueille, ce qui est plus ou moins normal, qui est un accueil responsable. Et puis ensuite on les transfère par avion dans les pays occidentaux. Donc je veux dire, il y a un laisser-faire manifeste. Qui ne gêne pas du tout la Commission européenne, au contraire. Montemer, c'est ce que je dis, c'est l'un des angles de lecture du livre. En fait, tout est dit, tout est annoncé, tout est clamé à la télévision, dans les journaux, au niveau des déclarations officielles, politiques, des grosses organisations internationales, l'Union européenne et l'ONU. Ils veulent de l'immigration. Ils ont décidé qu'ils avaient choisi l'immigration. Peu importe les conséquences négatives. Peu importe les conséquences négatives, il faut les cacher, il faut biaiser, il faut détourner de façon à ne pas provoquer d'opposition trop forte à cette immigration massive. Mais ils veulent de l'immigration. C'est un cri. Ils veulent la responsable à l'Union européenne, dont j'ai oublié le nom, a déclaré qu'il fallait entre 4 et 5 millions par an d'immigrés. L'ONU a dit qu'il faudrait pour l'Europe 50 millions dans les 10-15 ans à venir. Tous les chiffres concordent. Ils veulent l'immigration. Point à la ligne. Soit on laisse faire. Face à ces politiques migratoires et au laxisme judiciaire, vous évoquez la désespérance des policiers. C'est quoi aujourd'hui l'état d'esprit dans les commissariats ? Alors, ça, je l'ai analysé dans les précédents livres, mais la désespérance, elle est morale. Elle est pas vraiment financière et au niveau du matériel. Bien sûr qu'il y a des problèmes comme partout. On aimerait être payé plus et avoir de plus belles voitures. On est d'accord. Oui, ou travailler dans des locaux modernes.
Mais petit à petit, c'est à peu près rentré dans l'ordre de ce côté-là. Non, elle est morale. C'est un travail, c'est un métier qui a perdu le sens, son sens. Vous dites, la machine à baffe l'aurait interdite. En fait, on interdit aux policiers de faire leur travail, de quand ils rentrent dans une cité, qui se font caillasser leur voiture, ils n'ont pas le droit de se défendre, de faire leur travail. Non, la politique du maintien de l'ordre en règle générale, c'est une responsabilité politique. Soit ils ont le feu vert, soit ils n'ont pas le feu vert. Après, sur le plan judiciaire, oui, quand on est dans des enquêtes, si on se fait malmener, on peut répondre. Mais ça, c'est une part minime du travail. En matière de maintien de l'ordre, les policiers, quand ils commettent une violence légitime, c'est-à-dire une réponse à une agression, ils ont eu le feu vert. Donc, tant qu'ils n'ont pas le feu vert, ils restent en rang, ils reculent, ils font semblant d'avancer sur les manifestants ou les agresseurs ou les racailles, comme vous voulez. C'est parfaitement étudié, c'est parfaitement coordonné. Mais moi, quand je vois des images de policiers se faire insulter par des gamins de 14 ans et rester bien élevés, mais je veux dire, c'est le monde à l'envers. À partir du moment où on a laissé un peu faire, puis beaucoup faire, et puis maintenant on laisse tout faire. Sauf quand le système est attaqué, pour la survie du système, là, la police a presque carte blanche souvent. Mais enfin bon, tout ça c'est de la politique. Demain matin, s'il y a le feu vert et qu'on donne l'autorisation il y aura la réponse en face, on sait faire, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus, il y avait un intervenant sur je ne sais plus quel média qui avait dit le problème de l'insécurité, de la drogue dans les cités, avec l'armée, si on veut, on peut le régler en 48 heures. Ça se règle, ce problème, ça peut se régler. Alors là, j'ai une position peut-être un peu plus particulière. En fait, la police pourrait le régler, le problème, si on lui donnait l'autorisation de militaire ou de police. Non, mais les militaires n'ont pas plus le droit de tirer ou de faire usage de violence que la police. Il faut un cadre, des circonstances, et puis une volonté politique derrière. Donc, que vous mettiez des policiers ou des militaires, c'est pareil. Les policiers, si vous leur donnez le feu vert, dans le cadre d'une politique de remise à plat de la sécurité en France, il faut qu'elle s'accompagne d'actions très ciblées, très coordonnées, très en amont, très pensées. Et puis derrière, tout autour, il faut toute une série de mesures financières, de naturalisation, concernant l'immigration, d'expulsion, de déchéance de nationalité. Vous savez, pour lutter contre je vais vous donner 2 exemples que j'ai vécu des dizaines de fois, mais je dis bien des dizaines et des dizaines, des centaines de fois au cours de ma carrière. Les voyous, ils ont peur de 2 choses. 2 choses. Pour ceux qui sont français et d'origine ou qui ont la double nationalité, la déchéance de nationalité. Ils ont une peur bleue et l'expulsion. Oui, la prison, ils n'en ont plus rien à faire. Oui, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont peu de chance d'y aller, ou s'ils y vont y rester peu de temps, ou s'ils y restent peu de temps, ils vont être remis en liberté, et patati et patata, et qu'ils pourront recommencer. Quand ils ne gèrent pas depuis leur prison les trafics de drogue directement avec leur téléphone portable caché, planqué et tout ça. Donc, ils ont peur de ça. Si vous avez le levier financier par ailleurs, déjà vous commencez à maîtriser, et puis le message politique clair et net, avec des résultats efficaces. Vous avez l'efficacité dans les quelques semaines à quelques mois visible tout de suite, mais tout de suite. Je le garantis, c'est évident. Après des centaines de discussions avec les voyous en garde à vue, parce que vous savez très bien que pendant une garde à vue, on discute de l'affaire, puis des fois on discute de plein d'autres choses, parce qu'on a sympathisé, parce qu'on a des liens, puis on essaie de comprendre. Donc, on les connaît. La police, elle est pointée du doigt depuis quelques années par les Français. Elle a été accusée d'être la milice du gouvernement. C'est un terme que vous utilisez dans votre ouvrage, notamment au moment des violences contre les Gilets jaunes ou au moment des répressions lors de la crise Covid. Comment vous expliquez le zèle de certains policiers dans ce cadre-là, Covid et Gilets jaunes ? Bon.
Alors, attention, j'ai pas axé tout le livre sur la police. Voilà, j'en parle beaucoup, mais c'est peut-être 20%, 30% du livre. Pour répondre à votre question, milice du gouvernement, la police a toujours été une milice du pouvoir. Toujours. Quels que soient les pouvoirs. Sauf que ça se voit beaucoup depuis 7-8 ans, voire une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais surtout beaucoup de Français pensent qu'aujourd'hui, le gouvernement ne tient plus que par la violence exercée par la police. Oui. Alors, c'est pas par la violence exercée par la police, c'est parce que la police ne rejoint pas les mouvements sociaux. Ils ont loupé le virage de l'histoire au début de la révolte des Gilets jaunes, à la fin du premier mois. Ils avaient la possibilité de basculer et de faire changer énormément les choses. Je veux dire, ça aurait été historique. Pas sur le point de vue catégoriel, sur des revendications purement professionnelles ou financières, mais sur le plan moral et philosophique, politique en fait. Hein. On savait qu'on courait à la catastrophe, on y est à la catastrophe, et c'est pas fini, ça va s'amplifier. Donc la police, grâce aux syndicats qui sont revenus sur le devant de la scène, on a abreuvé les policiers de quelques petites primes et quelques chèques, politique des chèques. C'est toujours très facile pour un gouvernement d'arranger les problèmes avec des chèques. Et la police a basculé, enfin, elle est restée fidèle comme on dit, aux valeurs républicaines, à la République, au gouvernement, tout ce théâtre, tout ce cinéma. Donc il suffit d'acheter la police pour donner au gouvernement un autoroute. Mais on achète tout. Il n'y a pas que la police. Tout est acheté. C'est les enjeux de pouvoir. Les liens sont souvent financiers ou de subordination, bien évidemment. Mais il n'y a pas que la police. Bon, ça s'est vu avec la police parce que le mouvement des Gilets jaunes a perduré. Un peu trop d'ailleurs, et puis n'avait pas de fil conducteur, enfin de thématique. C'était un peu trop dilué, puis il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de doctrine, voilà. Donc on a bien vu que la police a permis à certaines personnes zélées de commettre quelques irrégularités. Mais je les accable pas, je veux dire, enfin, si, certes, il y a certaines personnes tirées dans la figure de gilets jaunes, de personnes qui ne représentaient pas de danger, c'est inadmissible. Mais bon, c'est quelques personnes. Alors on dit à chaque fois c'est quelques, oui. Enfin, en tout cas, c'est pas l'ensemble du corps des policiers. Alors, et puis bon, à partir du moment où il y a une récurrence, une multiplication des sorties de policiers, une multiplication des actes de violence, une radicalisation des mouvements d'opposition à leur encontre, bien évidemment, il y a forcément, et statistiquement, il y aura forcément des violences dites policières, dites pas illégitimes, enfin, sur lesquelles, elles ne sont pas toutes illégitimes. Il y a eu des cas où le policier a été blanchi. Les policiers ont été blanchis, mais puis d'autres, il y a eu quelques dossiers qui sont en cours d'instruction. D'ailleurs, les policiers, ils n'ont pas l'impression d'être pris pour des idiots aujourd'hui par Gérald Darmanin ? Oui, mais les policiers sont comme toutes les catégories sociales de la société. Un, c'est métro, boulot, dodo. Deux, j'ai des crédits à payer. Trois, il y a de l'autoritarisme à leur encontre, il y a quelques retours répressifs, sanctions, ça se resserre sur eux. Ils font attention, ils voient bien que le problème est beaucoup plus grave et beaucoup plus complexe. Même si eux ont un rôle à jouer, ils auraient pu, notamment dans les émeutes, demain matin ils arrêtaient de poursuivre et d'intervenir. Ça vous change tout de suite la suite des événements, c'est évident. On avait vu une manifestation de policiers l'an dernier, ils étaient sortis pour dénoncer leurs conditions de travail. Est-ce que quelque chose a changé depuis ? Non, mais ça c'est tout ça, non. Mais Darmanin a compris, de temps en temps il augmente les primes, les IGAT des CRS. Les IGAT, ce sont les primes de sortie quand ils sont en déplacement. Par exemple, bon, voilà, ils les tiennent comme ça. Mais, bon, c'est humain. Voilà. Non, mais ça change rien. Mais tout ça, c'est... Vous dites qu'après l'affaire Naël, tous ces commerces qu'on a vus être détruits dans les centres-villes, vous dites que ces violences finiront par s'étendre aux zones résidentielles et pavillonnaires. Qu'est-ce que vous direz à ce moment-là aux Français qui auront le réflexe de se défendre par eux-mêmes ? On a déjà vu ça en Corse. Je suis pas certain que, sous prétexte que les racailles et les émeutiers envahissent les quartiers résidentiels, il y ait plus d'autodéfense.
J'en suis pas certain, mais... Vous pensez pas qu'un père de famille qui voit sa famille, ses gosses en danger, ils sortent le 12 et ils fassent un carnage? Je pense qu'ils sont moins armés que le reste de la population. Non, mais le danger n'est pas là. Enfin, le danger, il est le danger, bien sûr. Mais tout le monde l'a vu. On l'a vu d'ailleurs pendant les émeutes. Il y a eu quelques édiles municipales qui ont été attaqués. Le maire de La Île-et-Rose. Le maire de La Île-et-Rose, entre autres. Et puis quelques autres fonctionnaires, hauts fonctionnaires. Mais ça va venir dans les zones rurales. Dans les zones, dans les zones rurales, ça y est, déjà. Non, dans les zones privilégiées, on va dire, entre guillemets. Ouais. Alors, est-ce que ça justifierait l'autodéfense ? Oui, mais oui et non, mais pas plus que les autres. Les autres faits. Hors sujet pour vous. Oui, ouais. C'est hors sujet. Oui. Vous dites que les forces de l'ordre ont le pouvoir d'empêcher la guerre civile. C'est quoi leur moyen d'action? Déposer les casques et les boucliers. C'est ce qu'on parle. C'est assez subversif dans les commissariats entre petits policiers. Est-ce qu'il y a une espèce d'organisation? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol général? Est-ce que les hommes se parlent? Est-ce qu'il y a une volonté d'agir collectivement? Alors, je vais vous expliquer. Très brièvement, en 1995, il y a eu une réforme de la police. On a extrêmement pyramidé le corps, ce qui vient qu'on a transféré le maintien de l'ordre, qui était déjà d'ailleurs, mais le judiciaire aux gardiens de la paix, brigadiers, chefs, majors. Or, ceux-ci maintenant ont les officiers au-dessus d'eux et les commissaires. Donc, ils ont une chape de plomb qui s'exerce à leur encontre, de façon à ce que les procédures soient bien suivies, que les consignes soient bien interprétées, que les instructions soient bien entendues, comprises et digérées. Si bien qu'on a une police très scolaire, très robotisée, très disciplinée, très chloroformée, très chronophage, et puis procédure chronophage. Écrire des rapports pendant des heures. Voilà. Donc, prendre des plaintes qui est bien verrouillé, comme l'ensemble des autres administrations. Tout le régalien a été mis au pas. La police était peut-être l'une des dernières administrations qui bénéficiait d'une certaine autonomie morale et philosophique, mais ça y est, elle est rentrée dans l'ordre. Seules les opérations de maintien de l'ordre peuvent donner lieu peut-être à un franchissement de la ligne jaune. C'est tout. Mais la police, ça y est, elle a été miliciée. C'est devenu une vraie... le bras armé, le bras du pouvoir politique, du gouvernement, enfin, c'est comme ça. Concernant les domaines sécuritaires... excusez-moi, je vous coupe. Donc, tout phénomène de contestation, de début d'une forme de subversion est vite annihilée parce que elle ne bénéficiera pas de l'appui de l'ensemble des corps, des autres corps, parce que tout est segmenté, tout est bien quadrillé et tout ça. Voilà. Concernant les domaines sécuritaires et judiciaires, vous dites que les solutions sont connues et assez simples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous en ai donné, il y a un catalogue là dont je vous ai fait part au tout début de l'entretien. Alors déjà, il faut forcément agir sur l'immigration, la naturalisation, l'immigration, d'échéance, expulsion. Si vous agissez pas là-dessus, vous êtes boiteux. Ensuite, vous avez le levier financier. Il faut être beaucoup plus intraitable. Ils le sont en matière de trafic de drogue, quand on arrive à identifier l'origine des fonds et à les bloquer, quand c'est possible légalement. Mais il faut peut-être creuser encore plus là-dessus. Il faut peut-être sanctionner bien plus encore le politique au niveau sécuritaire. Puis c'est pas compliqué. Si vous avez 70 000 incarcérés, ce qui est 20 000 de plus qu'il y a 30 ans, vous répondez pas favorablement à la problématique. Il faut passer à 80, 100, 120, 150, 200, j'en sais rien, 200 000 places de prison. Expulser les étrangers, et puis fort de toutes les mesures qui auront été prises en parallèle,
vous allez automatiquement diminuer la délinquance. Mais c'est évident. Vous savez, ils ont peur. Si vous faites pas peur, ils continuent, et puis ils vont encore plus loin. On l'a vu, on le voit. Quand vous suivez un gamin de 16-17 ans, et qu'au bout de 2-3 fois, vous dites, celui-là, il va aller loin dans la délinquance. Et il va loin dans la délinquance. Vous le voyez arriver. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu de barrière. Puis tout a été abandonné. On entoure tout ça de politiques de communication, de mesures théâtrales, idéologiques, stupides, qui coûtent un argent fou d'ailleurs. Bon voilà, il y a les mesures très simples, dont certaines coûtent un peu d'argent, d'autres pas du tout. C'est tout. Je veux dire, mais ils le savent, les politiques. Mais ils le savent pertinemment. Ils sont aussi intelligents, voire ils sont beaucoup plus intelligents que nous. En tout cas, pour la plupart d'entre eux. Et ils sont au courant. Ils ont les informations. Vous dites que le peuple endormi continue sa sieste malgré l'horreur du quotidien. Vous pensez que ça pourra passer par les urnes, le réveil, ou par autre chose ? Écoutez, quand je vois que les gens refusent de voter, je trouve ça absolument scandaleux. Alors, effectivement, l'offre politique, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas exceptionnelle. On a les élites qu'on mérite. C'est sûr qu'on n'est plus au temps de la 4e et de la 5e République, du début de la 5e République, des personnages qui entouraient De Gaulle, par exemple. C'est évident que l'élite... j'ai oublié votre question, excusez-moi. Ça passera par les urnes, le changement, ou est-ce que ça peut changer par ailleurs ? Il faut que ça passe par les urnes, c'est évident. Après, s'ils poussent le bouchon, ils sont en roue libre actuellement. Ils sont vraiment en roue libre. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, mais toujours est-il qu'ils poussent, comme dirait l'expression, ils poussent le bouchon vraiment trop loin. Est-ce qu'ils vont le pousser un peu à un moment donné vraiment trop loin et que ça va susciter une colère générale et gigantesque ? J'ai l'impression que les agriculteurs, ils n'ont plus grand-chose à perdre. Effectivement, je pense qu'ils iront assez loin. Mais vous savez, ils ont des machines puissantes. C'est ça. Je veux dire, s'ils arrivent à Paris avec des tracteurs, s'ils sont ils sont décidés. Non, mais ils ont cassé l'hôpital, ils ont cassé l'éducation nationale, ils ont cassé la justice, ça, j'en parle dans le livre. Les Français payent de plus en plus d'impôts, mais il n'y a plus rien. On a cassé la filière nucléaire avec tout ce que cela générait comme qualité, comme indépendance, comme qualité, comme avantage, comme ingénierie. Ils ont cassé. Enfin bon, la liste est longue. On a cassé l'industrie. Je veux dire, ça n'arrête pas. Alors, pour être avec l'actualité, ils ont cassé l'agriculture. Ils cassent tout. Jusqu'où ? Les Français vont s'apercevoir que, c'est bien, ils peuvent se déplacer en Europe, ils ont la même monnaie. Oui, on nous sort le truc Erasmus, c'est génial. Voilà, et il paraît qu'il y a la paix en Europe, que tout va... Oui, d'accord, il y a peut-être la paix en Europe de l'Ouest. Voilà. Mais enfin, c'est tout. Et encore, on est diminué, on est en déclin, c'est une véritable déchéance. On a un pouvoir d'achat nettement inférieur il y a quelques années, sauf pour certains produits. Je veux dire, on est une population complètement abétie, on est dans l'insécurité permanente, le génie français disparaît, on ne rayonne plus, on n'est plus du tout souverain, on nous vante la souveraineté européenne à tout bout de champ, qui dit souveraineté européenne donc dit moins de France. On est ridiculisé un peu partout, il reste quelques petites niches encore. Je me demande quand est-ce qu'ils vont se réveiller, quand est-ce que les Français vont se réveiller. Je pense que ça reviendra quand il y aura une convergence avec un ou deux ou quelques politiques qui diront peut-être qu'à un moment donné, ça suffit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Un message adressé aux Français qui font encore la sieste. Merci à vous, monsieur.